Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire mon top. Alors il arrive un peu en retard, j'aurais pu le faire le premier, le deuxième, mais j'avais voulu voir le film d'Andrea Arnold, Bird, et du coup j'en ai fait une critique avant et ça a un peu décalé mon planning. Bref. Il me manque aussi pas mal de films, parce que j'ai pas vu tous les films cette année. Évidemment, il y a tellement de films qui sortent que je peux pas aller comme ça dépenser des sommes extravagantes au cinéma. J'ai vu quand même pas mal de films, mais j'ai vu surtout les films dont je savais qu'ils allaient me plaire. Peut-être qu'au passage, j'ai raté beaucoup de films qui auraient pu rentrer dans ce top. Il faudra que je rattrape, évidemment. Comme le film de Jean-Gabriel Perriot, que j'ai zappé, le documentaire, que je pense qu'il m'aurait plu parce que j'aime bien ce réalisateur. Mais bon, sinon pour le reste, je pense qu'il y a des films qui bougeront pas. C'est sûr, c'est évident parce que c'est des claques. Mais je vais rattraper quand même ouais, pas mal de films, ouais. C'est un top qui est assez solide, je pense, de manière générale. Alors, je vais peut-être commencer par mes déceptions de l'année. Ça, je suis sûr. C'est Furiosa, de George Miller. Alors, Furiosa, c'est un peu particulier parce que j'en entendais vraiment beaucoup. J'adore le cinéma de George Miller. Et j'avais adoré, enfin j'adore la saga Mad Max. Et Fury Road, c'est juste un film extraordinaire, magnifique, génial, tout simplement. Quasiment pas de dialogue, juste des courses-poursuites. Et ça fonctionne tellement bien, enfin bref. Et donc Furiosa, alors pendant les 20 premières minutes, j'étais dans le film. Vraiment, j'étais complètement happé par ce que nous montrait George Miller. Avec cette course-poursuite, on voit la mère de Furiosa qui va chercher sa fille et qui, après, bon, bah, elle se fait prendre et même torturer, mise sur une croix. Ça m'a fait penser au film de Jacques Demy, qui est un court-métrage sur la luxure, où il y a tout un passage où il a une représentation de l'enfer, comment est représentée la luxure en enfer. Et c'est totalement ça, quoi. C'est des flammes partout, des personnes qui bougent dans tous les sens, des mouvements erratiques. Et ça, cette partie-là du film, elle est juste, enfin pour le film de George Miller, ça c'est juste incroyable, quoi. J'avais adoré toute cette partie-là. Mais après, une fois qu'on passe sur la vie de Furiosa, je trouve que le film s'essouffle. Voilà, il y a un problème de rythme et aussi de redites, parce qu'on a beaucoup de scènes qui sont redites. C'est pas un problème en soi, mais je trouve qu'il n'avait rien apporté de totalement neuf par rapport à ce qu'il avait fait par le passé. Donc je me suis par moments vraiment ennuyé pendant certaines scènes. Ouais, vraiment, je me suis ennuyé. C'est triste. C'est un film, je dirais, en demi-teinte. Et il n'a pas fonctionné. Je peux comprendre qu'il n'ait pas fonctionné parce que, après les attentes de Fury Road, il est largement en deçà. Voilà. Alors, sinon, il y a aussi Gladiator 2 de Ridley Scott, dans mes déceptions. J'avais adoré le Napoléon, son Napoléon en tout cas. Et moi, ça m'avait fait rire parce que beaucoup de gens attendaient un film bataille en réalité. Et c'est pas du tout ce film-là. C'est un film qui est un vrai véritable portrait sur Napoléon qui fonctionne totalement, qui dit qui est Napoléon. Et je pense que c'est le meilleur film de Napoléon que j'ai vu. C'est le film qui permet de mieux comprendre qui est Napoléon, mais vraiment intimement dans sa psychologie. Et c'est pas une espèce de demi-dieu ou de personnage extraordinaire que la mythologie napoléonienne voudrait nous faire croire, un espèce de surhomme, pas du tout. Et c'est ça qui est fort avec ce film de Ridley Scott, c'est un homme ordinaire. Voilà, c'est juste un être humain. Mais qui est exceptionnel, évidemment, qui arrive à faire des choses incroyables. Et c'est ça qui est beau dans le film. C'est ça qui est génial, c'est de dire que n'importe qui peut y arriver. Enfin, à condition de se donner les moyens, mais ça, c'est un message qui est fort tout de même. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film et il le montre d'une manière convaincante, tout simplement. J'avais mis, je sais pas, une très bonne note. Bref. Donc, du coup, Ridley Scott, il était dans cette lancée de faire des films dans ce genre-là, où vraiment, maintenant, il est en roue libre, où il fait ce qu'il veut. Donc, il a fait Gladiator 2 et je me suis dit, ça va être dans la même veine. Alors, oui, mais en partie seulement, parce que il a fait beaucoup de concessions, je pense, à ses producteurs, parce que Napoléon ne s'est pas très bien vendu, on va dire. Des entrées en deçà de ce qu'attendaient les producteurs, je pense. Donc il a fait beaucoup de concessions, notamment au niveau des scènes d'action et de certaines scènes qui étaient obligatoires dans ce film. Alors ce qui fait que c'est un film un peu bouilli, c'est un film très particulier, qui n'est pas dans une radicalité complète. Mais je veux dire, là ce qui fonctionne, c'est plus le personnage de Denzel Washington, qui est pour moi l'un des personnages les plus fascinants de cette année. Il part de rien quoi, et qui essaye de devenir empereur. Il intrigue, tellement amusant, fascinant, il y a beaucoup d'ironie dans ce film. Voilà, c'est génial quoi. Ça, cette partie-là était vraiment très bonne, on le voit comme ça dans le Sénat avec l'autre empereur, parce qu'en fait c'est une décadence complète de l'Empire romain. On voit que l'empereur nomme, je sais plus, proconsul, le singe, et cette scène est tellement bien. Je pense qu'en fait c'est la meilleure scène du film. Et là, j'étais complètement attentif. Et tout le reste du film, malheureusement, est en deçà, même s'il y a de très bonnes scènes. Mais c'est meilleur que le premier Gladiator, que moi j'aime bien, mais pas plus que ça. Là, je vais rentrer dans une autre catégorie, c'est les films qui auraient pu avoir la place dans le top. Mais voilà, c'est un top qui est personnel. C'est pas forcément un top qui est objectif dans le sens où j'essaierai de classer les films les plus artistiques entre eux. Non, là, c'est vraiment un top, ce qui m'a plu personnellement, au niveau de ma sensibilité propre. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre C'est pas moi de Léox Carax,
Alors j'aime bien Lux Carax, mais c'est pas, enfin, pas un de mes réalisateurs préférés, mais je pense que c'est un réalisateur qui est totalement nécessaire, qui apporte quelque chose de personnel. Et ça, c'est rare d'avoir un cinéaste qui a, enfin un auteur, qui a un langage qui est extrêmement, je veux dire, personnel, enfin personnifié, extravagant, neuf, et qui fonctionne totalement. Là, bien sûr, il utilise la forme godardienne, mais c'est pas grave, on s'en moque, quoi. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, il peut copier qu'il a envie. De toute façon, il le dit dans son film. Mais là, il le fait avec génie. Mais j'aurais pu le mettre et je l'ai pas mis parce que c'est pas non plus un film qui m'a subjugué. C'est un très bon film, mais je l'ai pas mis pour des questions personnelles, voilà. Alors après, il y a Dali de Quentin Dupieux. Alors j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Dali, je me suis vraiment marré devant ce film, c'était drôle. Il arrive à totalement comprendre qui est Salvador Dali. Et voilà, enfin bref, après, enfin il peut être dans le top, mais j'ai pas spécialement envie de le mettre dans le top. Alors après, il y a La Fleur de Beruti, qui est un espèce de documentaire fiction. Enfin, fiction. Il y a une partie un peu fictionnelle, mais c'est un documentaire sur une tribu qui est dans la forêt amazonienne. Et donc en fait, on essaye de comprendre comment ils vivent et comment ils vivent par rapport au gouvernement brésilien. Et à l'époque, c'était Bolsonaro qui était au pouvoir. Donc on voit un peu la politique qui est mise en place, qui est contre eux, qui sert aussi de les protéger, mais en fait c'est un peu comme un nœud gordien, c'est-à-dire qu'il les étrangle. C'était très bien, mais je le mettrai pas forcément dans mon top. Là, c'est des films un peu particuliers. Ce sont des films que j'ai vus dans des tops et qui ne méritent absolument pas à mon sens. Donc je vais les détruire. Alors je commence par À son image. C'est un film qui réfléchit sur l'image, parce que le personnage féminin est une photographe, donc évidemment ça va traiter des images. Des images de la guerre, des images sur le conflit des indépendantistes en Corse. Comme j'en ai beaucoup soupé pendant ma formation, enfin, ouais, universitaire, des images, je commence à avoir un certain goût pour les bonnes images. Et donc, lorsque je vois un film qui n'est pas totalement abouti sur la question, eh ben, je suis vraiment déçu. Que ce film fait partie de cela. Surtout que j'ai parlé de Jean-Gabriel Perriot, et qui, je pense, à mon avis, est totalement supérieur à ce film sur la question de l'image. En fait, je les mettrais un peu en rapport l'un avec l'autre. Et donc, À son image, c'est un film qui m'a laissé totalement froid, et que j'ai considéré que c'était un film vraiment fait pour les Corses. C'est un film très moyen. Alors, il y a toute cette scène où on la voit en train de photographier son petit copain, pendant de longs moments, et je trouvais cette scène ridicule. En fait, j'ai trouvé cette scène puérile, parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a découvert son appareil photo. Alors je comprends un peu l'idée de fascination, mais ça fonctionne pas comme ça. Je pense que les photographes, quand ils sont fascinés, bien sûr, ils photographient la personne qu'ils aiment. Mais c'est pas une obsession un peu ridicule comme ça. Je connais des photographes, et ça fonctionne pas comme ça. Donc pour moi, c'est totalement hors sol. En fait, je trouve que le film fonctionne bien mieux lorsqu'il traite de l'indépendantisme corse, et sur ce groupe d'indépendantistes, la manière dont ils sont organisés, les relations qu'ils ont entre eux, la paranoïa. À son image, je ne le recommande absolument pas. Autre film, Dahomey, de Mati Diop. Alors, évidemment, je pense que c'est un film très moyen. Pour moi, c'est une évidence. J'ai fait une vidéo dessus où j'explique pourquoi c'est moyen. Après, j'ai vu entre-temps son film Atlantique, qui est son court-métrage. Je parle pas du long, hein, je parle du court. Où j'ai vraiment compris ce qui n'allait pas. Et je pense que je vais plutôt vous lire le texte que j'ai écrit en plus sur Dahomey. Alors, je vous le lis. C'est assez court. Techniquement, pas au sens matériel mais conceptuel, c'est remarquable. Ce qui n'a rien d'anormal, puisqu'elle a étudié au Fresnoy. Elle a eu l'opportunité d'apprendre auprès de ses pairs et de ses professeurs. Alors pour préciser un peu, le Fresnoy, c'est une école d'art un peu particulière qui est centrée sur l'image, l'art vidéo plutôt, dont le cinéma fait partie. C'est une formation qui est après le master, et c'est une formation de très haut niveau. Forcément, elle a appris à savoir faire. Je continue. On distingue clairement deux films en un. Le premier, situé à Paris, est parfaitement maîtrisé. Les plans fixes sont réfléchis, créant une expérience, bien que retenue due à sa jeunesse. Sans doute, la partie la plus pensée est structurée par Mati Diop. Le second film, quant à lui, est bien plus improvisé. Ce qui, je précise, est une qualité dans la mesure où cela permet d'échapper à une mécanique trop rigide. Cela s'explique par le fait qu'elle vit sans doute moins au Bénin. Dès lors, sa caméra adopte une plus grande liberté de mouvement, explorant des lieux variés, bars, amphithéâtres, rues, jardins. Cependant, cette partie donne davantage l'impression d'un opportunisme filmique qu'à une maîtrise de son art, comme si elle était encore incertaine de ses thématiques et de ses obsessions. Alors, je pense que c'est une partie importante, ça, que j'ai envie de souligner. Techniquement, dans le sens où elle sait comment placer sa caméra, elle sait comment construire un film magnifiquement bien, de manière artistique, mais elle n'a pas encore creusé, je pense, suffisamment ses sujets, et même elle, ce qu'elle a envie de dire. Alors, je continue. Dès lors, elle jongle entre une structure pensée à Paris, lorsqu'elle déambule dans le musée à Cotonou, et l'amphithéâtre, comme si elle avait trouvé un sujet plus passionnant à filmer. Elle est néanmoins consciente des faiblesses de cette partie, notamment avec les étudiants, scène qui paraît parfois naïve. Donc elle conclut son film avec le plan du bar, qui illustre mieux la réalité béninoise, bon gré, mal gré, sculpture ou pas sculpture.
Évidemment, moi j'ai rien contre Mati Diop du tout, hein. J'aimerais qu'elle fasse des bons films. Alors la suite, l'histoire de Suleiman, de Boris Logic. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans ma vidéo, j'ai pas besoin non plus d'en rajouter. C'est une parfaite mécanique qui n'a qu'un seul but, c'est vous faire chialer. Ça marche pas du tout parce qu'on voit les films, et c'est même détestable. Un autre film, j'ai vu dans des tops, qui ne mérite pas à mon sens, même si je pense qu'il a des qualités, c'est La Zone d'intérêt. C'est un film où j'ai écrit une critique, j'ai pas fait une vidéo, parce que ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, enfin j'avais pas le temps à ce moment-là, mais j'ai fait une très très longue critique, enfin très longue critique, qui est sur Sens Critique, et elle est totalement valable. La qualité qu'a ce film, c'est de parler de la scénographie du Parti national socialiste. Il a des qualités, effectivement, il a des qualités. Il se rapproche beaucoup de Jacques Tati. Et cette manière de filmer, qui est en fait un moyen pour vous faire comprendre comment fonctionne l'imaginaire du national-socialisme, cet imaginaire, comment il a été construit à travers un architecte qui a construit beaucoup de bâtiments pendant cette période, et qui aussi a mis en place, parce que surtout, en fait, ces bâtiments ils étaient encore dans une certaine tradition, d'accord? Ils ne s'étaient pas encore émancipés de ce cadre, donc ils n'ont rien d'absolument remarquable. Mais par contre, la vraie force d'Albert Speer, parce que c'est lui dont je parle, c'est d'avoir mis en place une scénographie très particulière au service d'un régime. Et ça, on le retrouve dans La Zone d'intérêt. Et c'est ça dont il faut parler. En fait, c'est un film qui traite plutôt des idées de cette période. Comment elles ont infusé dans la société, comment elles infusent encore aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de parler de la femme dont on sait que, oui, effectivement, elle est opportuniste, c'est quelqu'un d'un certain côté amoral, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de morale. Mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà avec le film, je crois que c'était Europa, il me semble, avec Julie Delpy, qui incarnait exactement le même type de personnage, sauf que Julie Delpy, c'était une adolescente, mais qui avait cette forme de brutalité, de dureté. Ça me permet en même temps de vous lire un passage que j'aime beaucoup du Misanthrope, qui peut éclairer un peu ce film. Alors, dans le Misanthrope, je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants, complaisants, et de n'avoir pour eux ces ânes vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Tous les hommes sont détestables parce qu'à la fois ils sont agressifs, dominateurs, donc ils font le mal, et les autres pour être des lâches, d'accord? Et les laisser faire, et même les laisser agir. Et c'est un peu ce genre de personnage, enfin c'est la deuxième catégorie, qu'est le personnage de la femme dont j'ai oublié le nom, du tortionnaire. Mais c'est pas un film qui fera date. Hein. C'est pas un film qui fera date parce qu'en fait, j'en parlais avec un ami. Si on avait vu cet objet dans une salle d'exposition, enfin dans le White Cube, quoi, on aurait trouvé ça très ennuyeux. Enfin, ennuyeux intellectuellement, je parle. Par contre, des personnes qui traitent du cinéma ont trouvé ça incroyable. Alors ça m'étonne. Comme s'ils n'avaient pas vu beaucoup d'objets d'art. On va avancer. Ouais, parce que là, je suis vraiment en retard, quoi. Alors, on va parler. Allez, je commence le top, là, enfin. En 10e place, Alors je mets jeunesse de Wang Bing. J'ai pas fait de vidéo sur le sujet, voilà, parce que je pense que ça se passe de commentaires. C'est un film qui est exceptionnel. Enfin, Wang Bing, si vous connaissez, c'était un documentariste qui fait des films extrêmement longs, enfin extrêmement, il fait des films longs, quoi, sur différents sujets où il pose sa caméra. Il n'y a pas une voix off, il dit rien du tout et il filme juste des gens et un sujet. Et c'est la vie tout simplement devant nos yeux. Là, donc, il a décidé de filmer des jeunes qui font de la couture, en fait, dans des ateliers pour le marché intérieur. Et on les voit comment ils sont exploités et comment, surtout, ils vivent entre eux. Et ça, c'est juste parfait, en fait. C'est parce qu'il explique tout, quoi. On comprend tout. Enfin, moi, j'adore, quoi. On les voit s'aimer, se draguer, se battre entre eux, se détester, poser la question, est-ce qu'il y a de l'ambiance dans tel ou tel atelier? Son cinéma est incroyable. Après, bien sûr, on peut trouver qu'il y a quelques longueurs, parce qu'il y a un côté un peu répétitif dans son dispositif. Mais c'est voulu parce qu'en fait, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il filme et dès qu'il trouve des gens qu'il a envie de suivre, bah, il les suit, quoi. Il y a beaucoup de spontanéité dans son cinéma. Je le mets en fait catégorie presque à part. C'est pour ça, en fait, je le mets en 10e place. Alors, en 9e position, je mets Flow. C'est un film d'animation avec une technique un peu particulière dont j'en ai parlé. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui mélange anthropomorphisme et juste des animaux comme ça qui se baladent. J'ai aimé. Voilà, je vous renvoie sur ma vidéo. Alors, en 8e position, ça me choque pas, mais je veux dire, ça m'étonne. J'ai mis Mon Parfait Inconnu. J'ai hésité. C'est pas un film fondamentalement très bon, c'est un bon film, parce qu'il y a une très bonne idée, c'est surtout pour ça que je l'ai mis dedans. Je vais vous raconter un peu plus le film, même si j'ai fait une vidéo. En fait, c'est comme un conte de fées. Elle trouve son prince charmant,
Sauf que c'est un film qui mélange la réalité et le fantasme. C'est un film sur la solitude sentimentale féminine. C'est assez peu abordé au cinéma et je trouve que la réalisatrice arrive à l'aborder avec beaucoup de justesse. Et il y a cette très belle scène à la fin, juste au moment où elle veut arrêter en fait son compte. Elle dit c'est bon, ça suffit parce que c'est la fin de l'été. Donc ils vont comme ça au bord de la plage. Enfin, ouais, je crois que c'est un lac, c'est ça. Et donc elle rentre dedans et elle décide de sacrifier son rêve. Et cette scène, elle m'a ému et je la trouve belle. Et quand elle sort de l'eau, on la voit, elle lâche une larme. Cette espèce de solitude mélancolique. En tout cas, voilà, c'est un film qui est remarquable. Mais c'est surtout la fin qui donne un éclairage nouveau à l'ensemble. Ça aurait pu être encore meilleur. En septième position, j'ai mis Trois amis d'Emmanuel Mouret. Alors pourquoi il est pas plus haut alors que j'aime beaucoup Emmanuel Mouret? C'est assez simple parce que je trouve que c'est un film qui est pas brouillon mais qui apporte beaucoup de thématiques alors que Emmanuel Mouret il m'avait habitué à juste mettre une loupe sur un sujet tout simple qui sera jamais éteint, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il avait fait par exemple avec un baiser je crois c'était, un baiser s'il vous plaît il me semble. J'oublie tous les titres de films, c'est incroyable. Et dans ce film, il avait une idée qui était tout simple, c'était pour savoir si on est réellement amoureux, il faut embrasser l'être aimé, et comme ça on sait. Ça peut paraître un peu étonnant, mais ces films suivent juste un concept et ils posent des questions sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et ça marche. Donc là, l'idée, si vous voulez, dans ce film, dans Trois amis, il a une idée qui est absolument remarquable. Il dit que l'amour est une œuvre d'art. C'est le même rapport qu'on a avec une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on peut être ébloui, qu'on entre dans une espèce de spirale, de vertige, justement, qui est l'œuvre d'art. Donc l'amour, on peut le façonner, le modifier comme une œuvre. Et donc, il mérite d'être dans le top largement. La suite. En sixième position, je mets Septembre sans attendre de Jonas Trueba. Et là, il a fait vraiment un petit chef-d'œuvre. Je vous renvoie à ma vidéo. Je vous renvoie à la vidéo d'Antoine Goya, il en a bien parlé. Et surtout, il a parlé de la citation de Kierkegaard qui éclaire le film qui traite de l'amour répétition. Voilà, je vous renvoie à sa vidéo. Il en parle très bien. Après, moi, j'ai pas forcément la même interprétation sur le cheminement du récit. Parce que je vois plutôt des gens qui commencent à avoir peur. Peur de se séparer, ils sentent la séparation arriver, ou ils commencent à avoir des réactions un peu plus épidermiques. Donc, ils s'agacent un peu. Donc on se dit, est-ce qu'ils vont se séparer, est-ce qu'ils vont pas se séparer? Peu importe, la question c'est de savoir comment fonctionne cet amour. Et à la fin, il y a tout de même cette superbe scène qui est pour moi la plus belle scène du film. C'est lorsqu'elle place, enfin ils sont en train de préparer la fête, et elle place le vase sur la table. Donc on la voit, elle déplace le vase. Et là, lui il est sur scène, il est en train de commencer à répéter, il place le micro, enfin des trucs comme ça. Et il lui dit, mais non, mets-le un peu sur le côté, etc. Enfin, c'est juste une scène que je trouve absolument belle parce que c'est tendre, il y a une complicité entre eux, et c'est fluide, on voit qu'il y a une alchimie. Ah oui, bien sûr, il y a tout un passage, en fait on comprend qu'il y a une espèce de déséquilibre dans le couple. Comme c'est un couple qui est ensemble depuis un certain moment, il y a presque une confrontation entre les deux, d'accord? Entre lui qui est acteur et elle qui est réalisatrice. On a l'impression qu'elle a évolué plus rapidement que lui. On va passer au cinquième. J'ai mis en cinquième position Miséricorde de Guy Roddy. Guy Roddy, c'est un très grand réalisateur. Je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo. C'est un film qui est top, excellent. Ce que j'ai pas dit dans ma vidéo, c'est qu'il revisite presque les teenage movies. C'est-à-dire qu'on a un beau mec ou une belle femme qui sont, on va dire, courtisés par tout un tas de personnages et qui finissent un peu avec la personne, voilà, le gentil timide ou la fille un peu moche. On va passer en quatrième position un film qui, je crois que c'est le premier film de Louise Corvoisier, qui est 20 dieux. Je vous renvoie à ma critique. Ce que je trouve assez admirable dans ce film, c'est qu'il commence presque comme un film naturalisme. En fait, naturalisme, c'est l'autre mot d'ultra-réalisme. Enfin, c'est pas totalement la même chose, évidemment, mais il y a des points communs. L'ultra-réalisme, en art, en peinture, c'est ce mouvement qui veut vraiment copier, mais de manière presque obsessionnelle et autistique, à la réalité. En faisant, je sais pas, des peintures photoréalistes, des sculptures qui ressemblent vraiment à des êtres humains, on pourrait pas les distinguer en fait du réel. Donc il y a une question sur la réalité et ce qui est fictionnel, sur notre rapport aux images évidemment. L'élément qui est beaucoup plus marquant, c'est cette espèce de folie de vouloir représenter exactement la réalité. Et ça, c'est génial quoi. Dans le cinéma, par contre, le naturalisme, c'est une fausse bonne idée. Parce que ça, essayer de mimer la réalité, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut commencer plutôt à créer une espèce de grammaire pour parler de choses universelles. Et ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fascinant, beaucoup plus stimulant. Donc, le film commence sous une forme naturaliste, d'accord? Donc, on se dit, est-ce qu'on va avoir un film naturaliste encore? Et finalement, non. Et choisit le parti pris de pas du tout faire ça. Et ça, j'adore, quoi, j'adore. Parce que on se dit pendant tout le film, est-ce qu'on va voir des gens nus, des corps nus? Est-ce qu'on va voir les seins de la fille?
Et pendant tout le film, non. Et on la voit de profil et de trois quarts. Tout à la fin du film, comme un pied de nez, comme un peu une touche humoristique de la réalisatrice, elle montre les seins de la fille. Voilà, c'est la toute dernière scène du film. Et rien que pour ça, ça mérite quatrième dans mon classement. Et après, bien sûr, le film qui parle de la ruralité, du comté, la fabrication du comté, oui, parce qu'il y a des éléments un peu documentaires dans ce film. Voilà, c'est fantastique. C'est génial. Moi, j'ai adoré ce film. En plus, c'est drôle. Et ce que je trouve fascinant dans cette manière de filmer, et peut-être que j'en ai pas assez parlé dans ma critique, c'est qu'elle arrive à nous mettre à l'intérieur des scènes. On est avec ces personnages. Et c'est assez rare de créer comme ça une ambiance à travers la caméra qui fonctionne parfaitement. Et ça me fait penser, là j'ai vu Bird récemment, et Bird bien sûr c'est un film d'André Arnold, c'est une réalisatrice qui est beaucoup plus mature. En troisième position, Grand Tour de Miguel Gomez. 2 secondes, là il y a mon chat qui gratte son griffoir. Alors, j'en ai déjà parlé, mélange entre documentaire, fiction, il arrive à créer un film avec les deux, fascinant. Mais en plus, ce qui a, je pense, échappé à beaucoup de gens qui sont pas lusophones, c'est la poésie qu'il y a dans son texte, dans les sonorités qu'il arrivait à mettre en place. C'est de l'art, c'est de la poésie. J'avais vu Tabou de lui, film incroyable, parfait. En deuxième position, pour moi, à partir de Grand Tour, c'est des très très bons films. Vraiment des films qui resteront, qui feront date. En deuxième position, L'Empire de Bruno Dumont. Je pense souvent à ce film et à Anna Maria Bartolomé, parce qu'elle est magnifique, elle est belle quoi. Quelle belle fille. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le naturalisme. À part si on s'appelle Abdelatif Kechiche, ça sert à rien d'utiliser tout le temps ce genre, quoi. C'est vraiment un peu la facilité. Donc c'est bien de s'extraire. Et Bruno Dumont, il a tout à fait compris ça, parce qu'en fait, lui, ses films, ça ne cherche pas à être naturaliste ou quoi, enfin bref, on s'en moque. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, j'en ai déjà parlé, je vous renvoie ma vidéo. Rien de particulier à ajouter? Ouais. Et en première position, le chef-d'œuvre de l'année, mais vraiment, il a surclassé tous les autres. Presque j'ai envie de dire de loin, tellement il y a de choses à dire dessus. Et c'est évidemment la Palme d'Or, qui est largement méritée, Anora de Sean Baker. C'est le film de l'année, c'est même le film de la décennie. Et en fait, il fait partie de ces films dont je sais que je serais incapable de les réaliser, parce qu'ils sont tellement personnels, ils sont tellement bien faits dans ce qu'ils ont à dire, qu'à moins que j'ai l'obsession de ce réalisateur, je ne pourrais jamais réaliser un film pareil. Alors que c'est une sensation que je peux avoir avec d'autres films. Par exemple, avec Anatomie d'une chute, c'est le film de Justine Trier, qui était un film très médiocre. C'est le genre de film, je me dis, je pourrais le réaliser, et je pourrais même mieux faire qu'elle. Parce qu'elle avait fait une scène qui était du sous Ingmar Bergman, et c'était vraiment très mal fait, et c'était nul, quoi. Enfin, c'était pourri. Son film était ok, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, certains l'ont mis dans leur top, et ça me dépasse. Mais pour revenir à Anora, magnifique, magnifique. Et beaucoup de gens n'ont pas parlé forcément de l'image, comment le cadre a été créé, notamment quand ils approchent de, je crois que c'est Ennis Island. Et peu de gens ont parlé de l'ambiance qui a été créée par cette photographie, qui s'inspire de photographes comme Wiggy qui ont réussi à capter ce New York. Alors je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ce film, qui l'ont pas mis dans leur top. Enfin bon, bref. La vidéo est très longue, je vais devoir faire beaucoup de montage, je vais passer des heures dessus. Et j'espère que je ferai quand même un peu plus que 200 vues, parce que sinon c'est un peu triste. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, dites-moi vos tops. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.